C'est nous. Les jeunes d'Unamanchipu, témoins du présent et porteurs de l'avenir. Ce livre, Le piège 3, est pour moi une manière de communiquer avec toi, avec le monde qui m'entoure. Il reflète mon quotidien, mes préoccupations et mes aspirations. Il est abondamment illustré pour que tu puisses mieux me voir, pour que tu ressentes un peu de ce que je vis. À travers ces pages, je veux te dire que j'existe et que je suis fière d'être Innu. Les communautés Innu de la Basse-Côte-Nord, conscientes du risque de perdre à jamais les savoirs transmis depuis des générations, reviennent peu à peu aux valeurs fondamentales qui les ont toujours définies. Notre peuple, ayant vécu si près de la terre, entreprend un retour aux sources non pas comme un pas en arrière, mais comme une prise de conscience essentielle. Ce mouvement est nécessaire pour faire reconnaître notre culture et lui permettre de se perpétuer indéfiniment. L'avenir nous appartient, à nous, les jeunes. C'est à nous de prendre en main nos valeurs retrouvées et de leur donner un sens actuel, à la hauteur de notre temps et de notre fierté. Mot des chefs de 2000 à 2015. Notre communauté a été plongée dans le monde moderne en peu de temps. Il n'y a pas si longtemps, nous vivions de chasse et de pêche. Aujourd'hui, nous avons une administration publique locale qui touche à plusieurs facettes de la vie quotidienne des Innus d'Unamanchipu. Nous sommes en région éloignée, mais le modernisme nous a rattrapés avec l'arrivée de la télévision par satellite et de l'ensemble des nouvelles technologies. L'utilisation de la photo numérique est un autre moyen mis à notre disposition pour faire la promotion de la culture Innu. Félicitations aux jeunes du club photo de l'école Olamène et merci aux collaborateurs du projet pour ce magnifique travail. Edmond Mestenapeo, chef, 2001 à 2003. C'est avec enthousiasme que je m'associe à ce nouveau projet racontant la vie de notre communauté. Il est important pour nous, premiers résidents de ce continent, de communiquer qui nous sommes aux autres nations. Le message que nous voulons laisser en est un de débrouillardise, d'ingéniosité, de persévérance et de tolérance. Il est aussi primordial que nos enfants connaissent leur histoire, car c'est sur eux que nous nous appuierons pour conserver culture et tradition. Dans un avenir rapproché, la route de la Basse-Côte-Nord viendra nous rejoindre. Ce lien nous apportera de nouveaux services et une plus grande mobilité. C'est aussi à ce moment que nous deviendrons plus vigilants afin de permettre à notre communauté de prospérer en toute dignité. Notre fierté se renforcera et notre jeunesse prendra la place qui leur revient. Merci à tous les collaborateurs pour ce bel ouvrage. Ce livre donne une tribune unique à nos jeunes dont nous sommes si fiers. Georges Bacon, chef, 2003 à 2007. En tant que chef de la communauté d'Unamanchipu, c'est avec une grande fierté et beaucoup d'enthousiasme que je m'adresse à vous tous et toutes, lecteurs et lectrices. J'aimerais souligner le travail accompli par ces jeunes dans la réalisation de cet autre volume qui constitue, pour l'ensemble des membres de notre communauté, un vibrant témoignage de leur fierté et de leur appartenance. À tous les jeunes, je tiens à dire que par vos réalisations passées et futures, vous êtes un exemple pour l'avenir de toute notre jeunesse. Le fruit de votre travail est présenté à l'intérieur d'un volume comportant des textes d'une grande sensibilité et de magnifiques photos. Il s'agit là d'un exemple de réussite qui a été partagé et mis en commun avec notre communauté. Je n'hésiterai pas, avec les membres du Conseil des Innus d'Unamanchipu, à vous apporter tout le soutien et l'encouragement possible dans tout autre projet semblable exprimant notre culture. Encore une fois, vous êtes un modèle pour notre communauté dans la préservation et la transmission de la culture Innu. Guy Bellefleur, chef, 2007 à 2009. La culture Innu utilise depuis toujours un mode de transmission orale pour la sauvegarde de son savoir. L'expression de son art, de ses activités courantes, s'est souvent échelonnée sur une longue période de temps. Tous ces éléments de la culture se voient maintenant confrontés aux grands bouleversements de la vie moderne. Le changement n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est un processus normal qui a pourchassé toute l'humanité depuis que l'homme a marché pour la première fois sur la Terre. Notre communauté s'est bien adaptée à la modernité. Nous avons acquis une certaine autonomie administrative. Nous sommes pourvus d'installations modernes au niveau de l'éducation et de la santé. Notre jeunesse comprend le monde qui l'entoure et le maîtrise déjà très bien. Bientôt, notre village sera relié à la route 138. Ainsi, notre liberté et notre sécurité seront accrues. Nos besoins se développeront et stimuleront probablement aussi notre économie. Ce monde, qui se transforme à toute vitesse, n'offre pas toujours des liens concrets avec la culture. Ce fut pour moi autrefois une inquiétude. Aujourd'hui, ma réflexion est différente. Je crois en nos institutions d'enseignement, en celles et ceux venus de partout à travers le Québec pour nous accompagner dans notre développement. Ce nouveau volume issu de l'école Olamène est une façon pour nous de vous rendre visite chez vous. À l'aide de belles images et de textes évocateurs, nous toucherons votre cœur, j'en suis sûr. Le chemin aidant, vous pourrez nous rendre visite. Bonne lecture. Raymond Bellefleur, chef, 2011 à 2013.
Me voici devant un livre qui contribue à l'évolution du projet Unamanchipu. Cette fois-ci, il nous présente des images et des textes qui rapprochent les gens. En le lisant attentivement, nous constatons que les liens familiaux et le respect de la nature sont des valeurs communes. Dans le territoire d'Unamanchipu, nous sommes au beau milieu de cette nature et vivons pleinement le rythme des saisons, tandis que près des villes, nous sentons ce besoin de la protéger et de veiller à sa conservation. Les jeunes ont pris le temps de nous parler à travers ce livre, et nous sentons que ce sont les mêmes voix, les mêmes soucis et les mêmes besoins qui sont partagés par tous. Je souhaite que cet ouvrage soit un ambassadeur pour le rapprochement des peuples. Nous félicitons sincèrement tous les jeunes et les enseignants qui ont participé à cette aventure, car le travail est magnifique et raccrocheur. Adélard Bellefleur, chef, 2013 à 2015. Autrefois, on enseignait aux enfants Inus à compter sur leurs propres moyens en étant débrouillards et observateurs. Ainsi, les jeunes apprenaient à connaître les habitudes du gibier et à se retrouver à travers leur territoire. Cependant, comme l'histoire d'un peuple est en perpétuel changement, d'une part, il nous est impossible de revenir en arrière, et d'autre part, tout aussi impossible d'échapper au développement de la société moderne. Par les nouvelles technologies disponibles à l'école comme à la maison, nous avons maintenant une ouverture sur le monde. Les jeunes d'Unamanchipu ne ressentent plus le facteur d'isolement avec la même intensité. Ils vivent dans un monde où l'information est disponible en abondance. En terminant, félicitations à ceux et à celles qui ont travaillé de près ou de loin à la réalisation de ce livre. Merci à l'Institut éducatif culturel Montagnier, I.C.E.M, pour sa précieuse aide, sans laquelle il aurait été difficile de mener ce projet à terme. Régent Laberge, directeur de l'école Olamène, Unamanchipu, 2001 à 2020. C'est avec grand plaisir que je fais la préface de cet ouvrage issu d'un projet d'application de la photo numérique à l'école Olamène. Les jeunes constituent la grande richesse d'Unamanchipu. Ce livre vous permettra de les découvrir sous deux aspects. Premièrement, nous espérons que vous pourrez percevoir à travers leurs textes l'espoir et les rêves qui les animent. Les adultes de la communauté et de la société québécoise en général pourront ainsi mieux comprendre leurs besoins de soutien et d'accompagnement. Comme le mode de vie à Unamanchipu évolue à un rythme effarant, il est de notre devoir de guider ces jeunes et de les aider à se forger une identité Innu forte, tournée vers le 3e millénaire. Deuxièmement, les photos des jeunes et de leur environnement nous permettent de vous les présenter sous des facettes multiples. Ces photos donnent également une opportunité à notre jeunesse de se percevoir sous un angle différent et en fin de compte de travailler positivement sur l'estime qu'elle a d'elle-même. Notre communauté s'est modernisée grandement depuis quelques années. Les jeunes de moins de 25 ans représentent plus de 50% de la population. Ainsi, à travers cet ouvrage, les élèves veulent nous rappeler que nous devrons leur donner une place de choix parmi nos priorités. Finalement, je tiens à souligner tout le travail accompli par les différents collaborateurs qui ont su mener à bon terme ce fantastique projet. Louis Ferland, directeur de l'école Olamène, Unamanchipu, 2003 à 2006. Bonjour. J'ai reçu l'agréable tâche de faire la préface de ce merveilleux livre qui regroupe l'expérience et le vécu d'autochtones et de non-autochtones sur des sujets aussi divers que l'éducation, la culture, la langue, le cheminement social et les problèmes sociaux. L'adaptation des communautés au changement à ces divers paramètres est inévitable, lorsque deux peuples se rencontrent dans l'histoire. Pour nous éclairer sur ces différents sujets, nous avons fait appel à des gens qui ont suivi de près, depuis plus d'un demi-siècle pour certains d'entre eux, les changements qui se sont déroulés au fil du temps. À travers ce livre, vous pourrez sentir toutes les contraintes et le chemin parcouru pour faire face aux défis que la nation Innu a dû affronter presque tous les jours, lorsqu'elle était en contact avec cette nouvelle culture qu'elle devait apprendre à connaître et avec laquelle il fallait apprendre à cohabiter. Les nouvelles valeurs, qui souvent entraient en conflit avec celles qui prévalaient au sein de la communauté, lors des grands déplacements d'autrefois, restent un sujet majeur qui fera couler encore beaucoup d'encre. Je suis avec les Innus depuis 15 ans. J'ai travaillé en éducation sur 3 communautés, une urbaine et mes 2 dernières en région qu'on appelle éloignées, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de route pour s'y rendre. Je pourrais vous parler de mon expérience en éducation, mais je préfère vous parler de ma rencontre avec ces gens souriants et accueillants qui m'ont fait visiter leur territoire, chasser et pêcher sans restriction. Je me suis toujours senti libre d'aller où je voulais, seul ou avec d'autres. Je me suis souvent retrouvé avec eux sous la tente ou en randonnée de motoneige. Nous étions toujours prêts à partager le repas ensemble. Pour la plupart des autochtones, la forêt reste encore un lieu où les règles et valeurs autochtones sont encore en vigueur malgré tous les changements que la vie moderne apporte. Il ne faut pas oublier notre club photo de l'école Olamène, sous la supervision de M. Marc Tremblay, qui a encore réussi à faire parler plusieurs des aînés de la communauté. Ils nous ouvrent leur intérieur en nous racontant certaines de leurs journées lorsque beaucoup d'Innus vivaient une vie rude et exigeante en forêt, où travail et entraide étaient des mots qui souvent voulaient dire la survie du clan. Ce livre devrait, par sa qualité et la profondeur de ses textes, se retrouver dans chaque bibliothèque des écoles Innu et autres de la Côte-Nord.
Il est un outil pédagogique à être utilisé en classe dans tous les cours de langue et culture, en plus d'être l'aboutissement de la série Unamanchipu 1, 2 et 3, qui ont tous pris vie grâce à l'implication de jeunes Inus de l'école Olamène. Ce livre représente aussi, pour celui qui veut essayer de comprendre les enjeux auxquels font face les communautés Inus, une fenêtre exceptionnelle ouverte par des gens qui possèdent l'expérience nécessaire pour expliquer simplement les changements qui se sont effectués et qui encore s'effectuent au sein des communautés. Bonne lecture. Serge Blackburn, directeur de l'école Olamène, 2006 à 2010. Dire la vérité au nom du développement social? Pourquoi parler? Est-ce utile? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Même si aujourd'hui, la tendance est au parler vrai. On ne compte plus les émissions de télé-réalité ou discours de politiciens prônant la transparence. En amitié, c'est une question d'authenticité, en politique, c'est une question d'intégrité. Pour notre communauté, c'est une question de survie. Confrontés à l'ignorance, à des critiques, une tromperie, un secret, nous avons tous hésité à révéler la vérité? Que va produire la vérité sur mon ami ou la communauté et comment sera-t-elle reprise par les médias? L'aide proviendrait-elle de l'intérieur ou de l'extérieur? Les règles n'existent pas. Mais, décider de parler ou de se taire n'est jamais anodin. La population de la communauté d'Unamanchipu veut des changements. Consciente que la consommation de drogue et d'alcool est en train de détruire leur jeunesse, elle souhaite communiquer aux autres son inquiétude envers ce fléau. Ce cri de désespoir n'est pas le premier et ne sera pas le dernier. Ces témoignages profonds et empreints d'une grande sensibilité cherchent à atteindre le monde extérieur pour une raison, venir en aide à la jeunesse. Ce volume est un témoignage du présent. Les jeunes élèves de l'école Olamène figurant dans ce volume ne sont aucunement reliés aux histoires traitées. Leur participation généreuse nous permet de donner un visage humain aux histoires vécues. Ils se sont sentis concernés par le monde qui les entoure. La souffrance, les traumatismes, sont une réalité qui ne peut être cachée plus longtemps. Voici un volume qui explique le piège dans lequel certains jeunes de la communauté d'Unamanchipu sont confrontés. La communauté d'Unamanchipu est située à 400 km au nord-est de cette île, au bord du golfe du Saint-Laurent. La superficie de la communauté est de 0,70 km². Unamanchipu est accessible seulement par avion ou par bateau. Les principales langues parlées sont l'inu et le français. Au plan socio-économique, les principaux secteurs d'activité de la communauté sont le recréotourisme et les ressources naturelles. Les activités traditionnelles que sont la chasse, la pêche et l'artisanat sont toujours bien vivantes. La communauté compte une population de 1050 personnes. Premier contact. C'est à la rencontre avec Jacques Cartier, à Tadoussac, en 1534, que se rapporte la première anecdote. En ce temps-là, on appelait les montagnais « papinachois », ce qui veut dire « qui aiment rire beaucoup ». On les soupçonne de s'être bien moqués des « hommes de bois ». Les Inus, montagnais, du temps de Cartier, habitaient des tentes fabriquées d'écorce de bouleau. Leurs moyens de transport étaient le canot d'écorce, leurs objets d'utilité courante, comme les vases, plats et récipients, étaient aussi en écorce, et on enterrait les morts dans un linceul d'écorce de bouleau. On peut qualifier en ce sens le peuple Innu de « civilisation de l'écorce ». C'étaient des nomades qui, pour des raisons d'efficacité et de compétence dans leur environnement, avaient fait le choix de la légèreté. Les Inus voyaient, depuis des années déjà, circuler des pêcheurs basques, bretons ou normands dans l'estuaire du Saint-Laurent, et ils ont commencé à faire du troc avec eux. Ils ont vu leurs installations sur certaines îles ou sur la côte. Ils savaient donc que les Européens naviguaient dans des bateaux de bois, qu'ils habitaient des maisons de bois, qu'ils enterraient leurs morts dans des boîtes en bois, mais ils furent fort étonnés de constater qu'ils mangeaient aussi du bois. En effet, Jacques Cartier avait fait porter aux Inus de Tadoussac, en guise de cadeau, du vin et des biscuits secs de marin. Les Inus ont jeté ces produits à la mer, car ils croyaient que ces hommes à la peau blanche buvaient du sang et mangeaient du bois. Depuis ce temps, les Inus ont appelé ces hommes à la peau blanche Mishtikusa, les gens du bois, ou ceux qui naviguent dans des canots de bois, et plusieurs communautés Inus, dont celle de la Basse-Côte-Nord, utilisent encore cette appellation pour désigner les descendants des premiers Européens et les Blancs en général. La rencontre de la civilisation de l'écorce avec celle du bois sera l'amorce du drame historique que nous connaîtrons par la suite, car les forêts autochtones et les terres continueront d'intéresser hautement la civilisation du bois. Les postes de traite couvrent petit à petit l'ensemble du territoire Innu, le Nitassinan. À cette époque, les missionnaires et les traiteurs identifient les Inus par le nom de leur groupe ou leur bande locale. Ainsi, on retrouve entre Tadoussac et le lac Mistassini, la nation du Porc-Épic sur la côte nord, les Papinachois, les Ouchestig-Ouest, les Naskapis de l'intérieur, et à l'est de la Moisie, les Oumamiouek. Le commerce des pelleteries maintient l'économie de la Nouvelle-France pendant plusieurs décennies et se poursuit sur une grande échelle jusqu'au XIXe siècle. À partir du milieu du XIXe siècle,
le monopole des grandes compagnies de traite disparaît pour faire place, sur toute la côte nord et au Saguenay, à l'économie du bois et à la colonisation des bonnes terres agricoles. En moyenne et en Basse-Côte-Nord fleuriront de petits villages de pêcheurs de morues et de chasseurs de loups marins, originaires des îles de la Madeleine et de Terre-Neuve. La vie traditionnelle. Les Innus vivaient en petits groupes familiaux à l'intérieur des terres pendant les longs mois d'hiver. Ils se regroupaient en communautés plus larges au printemps, principalement à l'embouchure de rivières importantes ou de grands plans d'eau intérieurs. Ainsi, la période estivale favorisait l'éclosion d'une vie sociale plus intense, l'organisation de festivités et de cérémonies à caractère spirituel et religieux et se prêtait bien au mariage intergroupe. Les tâches étaient plus ou moins réparties selon l'appartenance à un sexe ou à l'autre. Ainsi, les hommes s'occupaient ordinairement de la chasse du gros gibier, de la planification des voyages et des déplacements, de la construction du campement, du troc et de la fabrication de certains outils, des pièges et des équipements perfectionnés comme le canot, les fûts de raquettes, les avirons, etc. Les femmes s'occupaient ordinairement de l'aménagement du campement, de la chasse, de la pêche et de la trappe près du campement, du tressage des raquettes, de la fabrication et de l'entretien des vêtements et des tentes, de la cueillette des fruits sauvages et des herbes médicinales et de l'éducation des jeunes enfants. Les femmes demeuraient plutôt au campement. Elles prenaient soin des aînés et entretenaient le feu et la réserve de bois de chauffage. Les connaissances étaient léguées de père en fils et de mère en fille. Les croyances. Les Innus vénèrent la forêt génératrice de toutes les sources de vie. Les croyances Innu reposent sur l'idée qu'il y aurait eu, au début des temps, des mariages entre des animaux qui possédaient une âme et avaient les mêmes facultés que les humains. Après un certain temps, les humains auraient été libérés à la condition qu'ils ne dévoilent pas les secrets de la forêt qu'ils avaient appris. Les mythes furent créés et racontés pour perpétuer les messages des animaux de la forêt. Afin de communiquer avec les esprits des animaux, les Innus utilisèrent la tente à suer, la divination, la suspension des os et divers cultes comme celui de l'ours, du caribou, du saumon, etc. Plusieurs Innus d'aujourd'hui demeurent profondément imbus de la mystique traditionnelle et respectueux de l'éthique spirituelle de leurs ancêtres. La plupart sont aussi des catholiques très pieux. Les Innus se transmettent oralement les récits qui racontent leurs expéditions, la vie de leur famille ou du clan auquel ils appartiennent et l'histoire de leur nation, de l'époque du nomadisme jusqu'à aujourd'hui. Ils racontent ce qui s'est passé par des légendes et des récits mythiques qui portent le nom des Atanukans. Ils peuvent également le faire en relatant des anecdotes sur la vie quotidienne qui ont été rapportées par des témoins, c'est le Tipachimin. La vie des Innus a beaucoup changé depuis une quarantaine d'années. L'école, la télévision et la radio ont contribué à transformer la société traditionnelle Innu. Aujourd'hui, les parents s'efforcent de transmettre leur identité Innu tout en adoptant un mode de vie différent, sans pour autant renier leurs origines. Premier chapitre. C'est nous. Ce matin, la nostalgie m'envahit. Sans même en prendre conscience, je fais machinalement les mêmes gestes. J'écoute la radio, qui diffuse les actualités du jour. Pas de quoi se réjouir. Des catastrophes un peu partout. Des événements jamais vus dans le passé. Notre bonne terre, dont les richesses sont exploitées depuis si longtemps, semble se révolter. Aurait-elle l'intention de nous avertir ? Les hommes éblouis par l'argent ont joué à la loterie en oubliant les conséquences sur l'environnement. La pollution, due aux nombreuses contaminations, envahit le monde. Juste autour de chez moi, les déchets règnent en maître, démontrant nos incapacités à les gérer. La déforestation de nos grandes forêts entraîne la disparition des espèces végétales et par conséquent animales. Avec la couche d'ozone qui se dégrade peu à peu, il n'y a jamais eu autant de perturbations climatiques. Le réchauffement de la planète, les inondations, les records de chaleur, les tempêtes. Nous sommes témoins de tant de bouleversements. Comment puis-je faire ma part pour aider Mère Nature ? La peur ne sert à rien, mieux vaut réfléchir à demain. Que allons-nous transmettre aux générations futures ? Il est grand temps de prendre conscience que nous faisons partie de la solution. Agir maintenant, dans mes gestes de tous les jours. Exiger des changements de notre conseil de bande pour ce qui est de leur gestion de l'environnement. Donner des services pour la récupération et établir des règlements pour interdire certaines activités dommageables à l'environnement. Explorer de nouvelles approches pour réduire nos déchets et nos interventions sur le milieu. Le changement commence maintenant. Je suis vieux, j'ai les os fragiles. Autrefois, j'étais jeune, fort et agile. Je regarde de ma chaise berçante ce qui se passe à l'extérieur. Les jeunes ne sont pas là, il est trop tôt peut-être. Toutefois, le soir venu, ils tournent en rond dans le village avec leur motoneige. J'ai l'impression qu'ils ne veulent plus marcher. La motoneige est leur façon unique de se déplacer. Assis l'un sur l'autre, parfois 3 ou 4 sur le même véhicule, se déplaçant en file indienne. Certains soirs, ils sont plus de 13 ou 14 motoneiges à faire un vacarme d'enfer. La sécurité n'est pas de mise.
Lumière absente, des enfants sur un traîneau attaché par une corde, les accidents ne sont pas rares. Où sont les parents qui laissent des enfants de 8 ans conduire des bolides 4 fois plus lourds qu'eux? Probablement en train de jouer au bingo. Comme ça, ils ne sont pas là pour les déranger lorsqu'ils jouent. Pauvres de nous, que sommes-nous devenus? Pourquoi mes amis sont-ils autant attirés par les drogues? Pourquoi c'est « hot » d'être drogué? Pourquoi ceux qui respectent leur corps, qui respectent la vie se font traiter de tapettes? Pourquoi est-ce qu'on juge faibles ceux qui règlent leurs problèmes autrement qu'en les enfouissant dans une caisse de 24? J'aimerais tellement que quelqu'un me réponde. Pourquoi est-ce qu'il y a des filles qui arrivent à l'école le lundi matin avec des bleus dans le visage? Est-ce que c'est normal, quand on aime quelqu'un, de lui faire mal? Pour moi, ce qui me fâche le plus, c'est la vente de drogue aux jeunes dans ma communauté. Les vendeurs ne pensent pas aux conséquences que cela entraîne sur la vie des jeunes enfants. Tout ce qui leur passe par la tête, c'est de faire le plus d'argent possible, le plus vite possible. Les drogues qu'ils vendent s'écoulent rapidement et discrètement. Il y a cette minuscule petite pilule blanche qu'on surnomme le speed et cette feuille verte qu'on appelle marijuana. La vie des jeunes enfants est ruinée par ces vendeurs. Beaucoup de jeunes consommateurs sont âgés entre 13 et 16 ans. Ils sont ceux qui se désintéressent en premier de l'école. Les jeunes commencent tôt à prendre de la drogue, soit pour le plaisir que cela apporte ou soit pour se faire des amis. On remarque aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ne viennent plus à l'école. Nous connaissons les vendeurs. Mais il existe chez nous ce manque de concertation pour éradiquer un tel problème. Il y a peut-être trop de familles concernées. Ce qui m'indigne le plus chez nous, c'est la drogue qui circule librement. La drogue brise nos familles, nos enfants, notre avenir. Elle peut entraîner à long terme non seulement la perte de mémoire, mais aussi de la difficulté à s'exprimer, à se concentrer. Chez les personnes qui consomment de la marijuana régulièrement, on s'aperçoit d'un fort taux d'abandon scolaire. Compte tenu qu'on considère cette drogue comme naturelle, c'est alarmant. Chez nous, la consommation de drogue est en hausse. Elle cible particulièrement les adolescents, mais est aussi fort répandue chez les adultes. Dans ma communauté, c'est la marijuana qui est la plus consommée. La Sûreté du Québec n'a pas le mandat d'intervenir pour faire des fouilles dans les maisons. Elle patrouille pour notre sécurité, elle fait de la sensibilisation dans nos écoles. Les vendeurs de drogue qui détruisent la vie des jeunes et moins jeunes auront le beau jeu aussi longtemps que le conseil de bande ne changera pas sa politique. Notre école se vide de nos jeunes, la communauté sacrifie son avenir. J'imagine les petits-enfants qui sont témoins dans leur famille d'une consommation débridée, de cris et de gestes disgracieux. Ils finissent par associer ces comportements qui les traumatisent avec le temps comme des comportements normaux. Après un certain temps, les enfants eux-mêmes ont envie d'essayer. Consommer de la marijuana et des speeds perturbe le sommeil et la faim. Cela cause un dérèglement du sommeil et détruit toute relation humaine autour de soi. Aujourd'hui, c'est ma fête. J'ai 10 ans. J'aurais tant voulu que mes parents me disent bonne fête ce matin. Cette nuit, je me suis réveillée en sursaut. Il y avait du bruit dans la maison. Je me suis dirigée vers la cuisine. J'ai vu mes parents autour de la table qui jouaient aux cartes en buvant de la bière. Il y avait aussi des amis avec eux, ils criaient, secouaient la table. Je ne me suis pas avancée, je suis restée dans l'ombre. J'ai peur quand mes parents boivent, il y a toujours des bagarres. Leurs amis finissent par briser tous les meubles. Je ne sais pas si mes parents m'aiment. Il y a eu beaucoup de soirs où j'ai eu peur. En regardant mes parents, c'est comme si on m'avait oubliée. Je me sens triste, mal aimée, oubliée. Pourquoi j'ai eu des parents comme ça? Oui, je te déteste. Je m'en veux de t'avoir ouvert la porte pour la seconde fois. Je t'en veux d'être entrée et d'avoir tout bouleversé en moi. Beaucoup de mes amis savaient que tu allais à nouveau me détruire. Tu as décidé de me faire foncer dans un mur, encore plus fort que la première fois. Au début de notre relation, tu pouvais me croire naïve, mais ce ne fut pas le cas. J'étais méfiante. Car toute personne mérite une seconde chance. Et toi, tu as tout foutu en l'air. Mais tu sais, c'est souvent comme ça ici, tu as répété les mêmes erreurs que la première fois. Et tu as fait comme tous les autres gars du village. Les filles ici sont traitées comme des objets. Vous cherchez à nous posséder, nous contrôler. Et moi, comme une pauvre cruche, j'ai cru à tes belles paroles. Lorsque tu me disais que tu n'allais pas me faire souffrir, que toi tu serais toujours là pour moi. Tu parles? Que des conneries. Dès que tu m'as prise dans tes bras, je l'ai senti. Ouais, j'ai senti que c'était que des jolis mots que tu alignais comme une belle chanson. Histoire de créer de belles phrases pour que je tombe sous ton charme. On m'avait prévenu, je ne peux le nier. On m'a dit que je devais me méfier de toi, que tu n'étais pas celui que je pensais. Mais l'amour rend aveugle. Tu as su enlever la confiance que j'avais envers mes amis. Tu les as détournés de moi. Au final, j'ai perdu la plupart de ces personnes.
J'ai renoncé à des années d'amitié, de rire, de moments magiques. J'ai renoncé à elle rien que pour toi. Rien que pour faire ton bonheur, alors que tu n'as jamais su me rendre réellement heureuse. Oui, le bonheur ne dure qu'un temps, faut-il qu'on ait vécu ce temps. J'ai vraiment été idiote. Le problème est que j'ai beau souffrir, mon cœur réclame toujours de l'amour. Tu t'es servi de l'amour pour me contrôler. Tu as dû me le voler pour le détruire un peu plus chaque jour. Tu as fait de moi une personne encore plus fragile qu'avant. Mais je me suis bien trompée. Je te déteste tellement, je déteste ce que tu fais, ce que tu m'as fait devenir, je te déteste toi et toute ta personne. Tu as utilisé l'amour pour arriver à tes fins. C'est plus dévastateur que la haine. Jamais je n'aurais pensé dire ça. J'espère que vous allez comprendre. C'est pour les gens qui veulent mourir. Il ne faut jamais abandonner. Chaque jour, heure, minute, seconde, la vie nous donne une leçon. Je veux vous faire comprendre l'importance de vivre. Du premier souffle de la vie, nos rêves se construisent. Ils font partie de nous, cachés en attendant de se faire découvrir. La vie est une période de temps qui nous est allouée. La question est de savoir ce que nous allons en faire. Donner de l'amour, de l'amitié. J'ai cru longtemps que ma grande amie était heureuse. Ce ne fut pas le cas. Elle s'est enlevée la vie d'une manière qui témoigne de la grande souffrance qui l'habitait. Je n'ai rien vu, je n'ai rien compris. Pourquoi la vie nous prend des gens qu'on aime? Des gens qui ne sont plus capables de vivre, il y en a tout près. Il faut les découvrir, les comprendre. Les reconnaître, c'est le début d'une guérison pour eux. J'aurais aimé dire à mon ami qu'il faut affronter la vie, même si elle nous paraît la pire qui peut exister. En ouvrant notre cœur à l'autre, la lumière y pénètre, la vie dévoile ce qu'elle a voulu nous cacher. Le suicide est stupide. C'est un langage que les jeunes se sont appropriés pour témoigner de leur souffrance. Ce qui est stupide, c'est de faire du mal à quelqu'un, de le laisser souffrir au point qu'il pense que le suicide est la seule option. Il y a des personnes qui vivent dans la frayeur, rêvant d'être elles-mêmes, comme elles le ressentent à l'intérieur d'elles. Mais la peur de s'affirmer est trop forte. Peur du rejet, de l'intimidation. J'aime une fille, et elle aussi m'aime. J'ai informé mes parents il y a 2 ans. Ils m'ont accepté, comme si j'avais besoin de leur approbation. Mon amie ne l'a pas encore fait. Chaque jour, elle se sent jugée. Ses yeux deviennent rouges. Ses joues accueillent des larmes. Dans ces moments, je crois qu'elle s'éloigne de moi. Mais je sais que c'est dans mes bras qu'elle voudrait se retrouver. Je fais beaucoup d'efforts pour ne pas témoigner de mon amour envers elle devant les autres. Je la sens pleine de détresse. Elle a besoin de mes caresses. J'ai besoin d'elle et elle a besoin de moi. Elle mérite le respect. J'aimerais qu'on lui fiche la paix. Pourquoi est-ce qu'on ne la respecte pas? Elle n'est pas différente des autres. Elle ne veut pas marcher seule, de quoi a-t-elle peur? Elle préfère rester à l'abri, chez elle, n'allant pas à l'école. Nous nous retrouvons souvent chez moi, parfois dans le parc près de chez elle. Sans personne pour lui dire des conneries. Mon amie est comme bien d'autres. Des jeunes autochtones qui n'ont pas de repères. Bien souvent, pas de vraie famille. Ces jeunes ne sont pas fous. Ils souffrent. Certains d'entre eux pensent à s'enlever la vie. Et d'autres veulent se jeter en bas d'un pont. Ils s'imaginent qu'ils ne sont pas importants. J'aime mon ami et je veux l'aider. Je veux lui faire comprendre qu'il n'est pas interdit de s'aimer. L'amour entre 2 jeunes de même sexe est accepté. C'est l'amour qui s'exprime. Aidons-les pendant qu'il en est encore temps. Ils arrivent chez eux pleins de stress, de détresse, en essayant d'éviter leurs parents. Ces jeunes ont tellement mal. Nous devrions leur faire un sourire au lieu de se mettre à rire. Nous devrions leur donner un compliment. Que vous êtes beaux ensemble. Mon nom est Chantal, j'ai 18 ans. Aujourd'hui, je me sens heureuse. Je suis allée voir ma grand-mère. Elle aime beaucoup mes petites visites surprises. Je reste avec elle parfois 5 minutes, d'autres fois, plus d'1 heure à jaser de tout et de rien. Ma grand-mère m'a dit, je suis fière de toi, tu l'as finalement quitté. Mamie n'a jamais aimé mon amie. Elle m'a dit, je n'en peux plus de te voir souffrir. Tu es une belle fille, une jolie femme. Tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment. C'est vrai, j'ai finalement pris cette décision. Cela me rongeait les entrailles. Ma grand-mère voyait juste. D'ailleurs, elle a toujours été là lorsque j'ai eu besoin d'aide. Ma grand-mère est âgée, mais son cœur est celui d'une adolescente. L'amour, elle connaît ça. Elle en a donné toute sa vie. Elle aime me voir heureuse, elle avait compris avant moi que ce garçon n'était pas bien pour moi. Merci grand-maman pour ton amour. Plus tard, je suis allée dans le coin des Blancs. Je suis allée visiter ma 2e famille. Je dis ça parce que je suis métisse. Mon père est blanc et ma mère est innue. Être un métis, c'est chercher sa place toute sa vie.
Les autres n'ont pas d'effort à faire pour te le rappeler, tu es toujours mise de côté. De toute façon, j'ai appris à vivre avec ça. Au début, j'ai voulu me pendre comme d'autres qui l'avaient fait. Puis cette envie a disparu. J'ai appris à me battre. Je me suis fait une carapace. En marchant sur la plage pour me rendre chez mon père, je me vois encore toute petite marcher pieds nus sur le sable brûlant. Rien n'a changé, il y a l'ancien dépanneur de mon grand-père, l'église et le bureau de poste. J'ai appris à fumer derrière le bureau de poste avec mes cousins. C'est pas nécessairement de bons souvenirs. J'avais 13 ans à l'époque, mon cousin, lui, en avait 16. Un soir qui débute comme tous les autres, mais qui se termine en cauchemar. Ce soir-là, on m'a fait fumer de la marijuana. Je me suis retrouvée à l'hôpital de Bec-Homo. À mon réveil, on m'a appris que j'avais été violée. On m'a demandé si je voulais porter plainte. Ma mère m'a empêchée de le faire, de toute façon, je ne me souvenais de rien. Même si j'étais assez confuse à ce moment, je me souviens très bien des paroles de ma mère. De toute façon, ça devait arriver un jour, comme si c'était inévitable pour les filles. Dans une communauté fermée comme la nôtre, une jeune fille a des chances d'être violée au moins 3 fois avant ses 18 ans. Les viols sont inacceptables. Sauf quand t'es saoul, là on va dire que tu le voulais ou que tu le méritais. Ma mère m'a dit plus tard que c'était mon cousin qui m'avait violée. Comme si ce n'était pas assez, elle rajouta, ça aurait pu être ton frère ou ton père, ou bien ton oncle. Compte-toi chanceuse, c'est lorsque j'ai eu 15 ans que je suis allée vivre chez ma grand-mère. Mon existence s'est améliorée à partir de ce moment. Pour toi mon cousin. J'espère que tu vas voir ce que j'ai écrit parce que ça vient du fond du cœur. Le cœur que tu as tué à mes 13 ans. Nous vivons dans le même village. Malheureusement je suis témoin de ta vie misérable de pauvre alcoolique. Quand t'as même plus le courage de faire face à tes responsabilités. Que tes enfants s'amusent avec tes bouteilles de bière vides qui traînent partout dans ton 4,5 miteux. Je plains tes enfants, ils n'ont pas choisi leur père. Le mot père ne s'applique même pas à toi. Géniteur est le mot, comme la plupart des pauvres types qui te ressemblent. Tout ce qui t'entoure témoigne de la pauvreté et de la lâcheté. Un jour, j'espère que tu auras l'honnêteté et le courage de dire à tes enfants ce que tu m'as fait. Je sais que je ne suis pas la seule, malheureusement. Il n'est jamais trop tard pour changer, mais pour toi, il n'y a rien à faire. Chaque fois que je pense à toi, ton visage me rappelle la douleur, l'intimidation, le rejet des autres. Tu as presque réussi à me diriger vers l'abîme, la déchéance. Ma grand-mère m'a sauvée, elle est la seule en qui j'ai confiance aujourd'hui sur la terre. Tu as brisé ma vie, toi, ta vie ne vaut rien. Continue à nager dans ta crasse. J'espère qu'il y aura quelqu'un dans ton entourage plus humain pour sauver tes enfants. Ils méritent de vivre. Des jeunes drogués de moins de 16 ans, il n'y en a pas beaucoup dans mon village. Moi, j'ai commencé par les champignons puis les drogues dures. Cocaïne, héroïne, kétamine, speed. À 16 ans, je suis tombé très bas avec les extasies. Je prends de tout et je n'arrive pas à m'arrêter. Je n'ai pas la volonté pour m'arrêter, j'aime trop ça. Si je pouvais dire aux jeunes de mon âge, ne commencez jamais, même pas à fumer. C'est facile de consommer dans notre petit village. Il y a des vendeurs partout. Certains sont de pauvres types comme moi, d'autres sont des personnes avec des fonctions publiques. Il n'y a pas de jugement entre nous. Tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Lors d'événements culturels, sportifs ou d'élections, la drogue arrive de partout. On l'utilise pour des votes ou des services spéciaux. C'est accepté, toléré. Le mandat de la Sûreté du Québec est balisé par les élus. Elle ne peut intervenir dans la communauté qu'avec l'approbation du conseil de bande. La tolérance, la liberté nous tue, et on en est conscient. J'ai 15 ans. En juin 2009, j'ai appris la mort de ma grand-mère. Secouée, j'ai donc essayé de trouver un moyen de me sentir mieux. La seule amie que j'avais à l'époque est venue passer la soirée à la maison, histoire de me changer les idées. Voyant ma tristesse, elle m'a dit qu'elle connaissait un moyen pour que je me sente mieux. J'étais tellement chagrinée que je n'ai pas réfléchi une seconde. J'ai accepté. Elle m'a donné de la drogue sous forme de cristaux, cristal meth. J'en ai pris toute la soirée, j'ai rigolé, je me sentais euphorique. Un bien-être intense régnait en moi. Toute la nuit, j'étais comme sur un petit nuage. Je n'arrêtais pas de parler. Je n'étais pas fatiguée, je n'avais pas faim. Le lendemain matin, je me sentais mal. Mon ami m'a dit que c'était normal parce que la drogue avait fait son effet et qu'il fallait juste que j'en reprenne. J'en ai repris. Cela a duré moins longtemps que la première fois. Ma meilleure amie m'en a redonné. Et c'est là que le cauchemar a commencé. Avec le temps, ma mère remarqua des changements dans ma personnalité. Je devenais irascible, violente, alors que j'étais une gentille fille avant. Lorsque je n'avais pas ma dose, j'étais angoissée et je refusais de m'alimenter.
J'avais des hallucinations auditives, j'entendais des voix. J'ai maigri. Il m'est arrivé de ne pas dormir pendant 3 jours de suite. Je téléphonais souvent à ma meilleure amie pour avoir ma dose. Parfois, lorsque je n'avais plus de drogue, j'essayais de trouver de la bière. À l'école, ne pouvant pas prendre de drogue pendant les heures de cours, j'angoissais, je n'apprenais plus rien. Mes notes baissaient. Ma mère fut convoquée par l'éducateur de l'école, qui se doutait des problèmes que je vivais. Ma mère ne s'est jamais présentée. Elle consomme elle aussi. De toute façon, j'ai le contrôle de ma mère. Ici, les premiers exemples de la vie, on les observe dans la famille. J'ai cessé d'aller à l'école, car je m'endormais en classe. Encore plus dépressif qu'avant, j'augmentais ma consommation de jour en jour. Le temps passe, les vacances d'été approchent, je me suis engueulée avec ma meilleure amie et je me suis battue avec ma mère. Ma petite sœur a été témoin de la bagarre. C'est une image que je n'oublierai jamais. Elle a fait une crise d'angoisse. J'ai vu dans ses yeux la peur. J'étais responsable de cette image qui lui sera imprégnée pour le reste de sa vie. C'est la fin pour moi. J'avais prévu aller me jeter dans la rivière qui traverse notre village. Je pris donc le peu de drogue qui me restait. Je suis parti en direction de la rivière. J'entendais les cris de ma petite sœur. Elle courait derrière moi, pieds nus. J'ai vu dans ses yeux une rivière de larmes. J'ai préféré me noyer dans son amour. Elle m'a serré pendant plus d'1 heure. Nous nous sommes accroupis sur le sable et restés noués ensemble tout l'avant-midi. Dans ma tête, des chocs, des éclairs, des images, tout se bousculait pour sortir en même temps. J'ai crié seul, nous avons crié ensemble. Nous avons oublié les gens qui nous regardaient. J'ai serré ma petite sœur encore et encore. J'ai compris que je n'avais pas le droit de lui faire vivre tout ça. Je lui ai fait une promesse. De l'aimer, de la protéger. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Ce fut difficile. J'ai dû arrêter moi-même, sans aucune aide. Je me sens mieux, mais je suis toujours dépressive. Il m'arrive à l'occasion d'être tentée d'en reprendre. En 2010, une amie à moi s'est suicidée. Nous avions grandi comme 2 sœurs. Ma vie a basculé à partir de ce moment. Je me suis entourée de personnes qui profitaient de moi, j'étais malheureuse, j'étais misérable. Puis un jour, j'ai rencontré un garçon, on est sortis ensemble pendant 2 mois. Par la suite, on a rompu. C'était un gars étrange, sans ambition. Il fumait beaucoup de joints et buvait énormément. Quelques mois plus tard, il m'a rappelé. Il voulait qu'on reste en bons termes, qu'on puisse se voir à l'occasion. Il m'a invité chez lui pour écouter un film. J'ai accepté ne voyant pas de problème à passer une soirée avec lui. À ma grande surprise, en arrivant chez lui, il n'était pas seul. 2 de ses copains, à lui, se trouvaient au salon. J'étais surprise, mais j'ai pas fait d'histoire. J'ai remarqué que ses amis se coulaient un petit verre de vodka à l'occasion. Plus tard, lorsqu'il m'en offrait, je refusais. Je ne suis pas à l'aise à l'idée de boire avec des inconnus. Durant le film, ses copains se sont dirigés vers sa chambre. J'ai vu qu'il visionnait des choses sur Internet. Je ne fais pas réellement attention. Je commence à me sentir inquiète, mais j'essaie de me convaincre qu'ils vont bientôt partir et qu'on regardera ce film tranquille. Quand je m'approche de l'ordinateur, je réalise qu'ils visionnaient des sites pornographiques. L'un d'eux se retourne vers moi et me dit « Enlève ta culotte ». Au début, je n'étais pas certaine de comprendre. J'ai cru qu'il devait s'agir d'une mauvaise blague. Mes souvenirs deviennent vagues à partir de ce moment. Les 2 copains de mon ex m'agressent. Je ne suis plus là. Mon corps a disparu, j'étais figée. Je ne pouvais plus bouger, ma respiration était bloquée par leurs bras. Je crois que c'est à cause de ça qu'ils m'ont laissé tranquille durant un moment. Juste assez longtemps pour que je reprenne possession de mon corps. Je n'ai jamais couru aussi vite, j'ai attrapé le plus d'affaires possible et je suis sortie par où j'étais entrée. Je les ai entendus, au loin, m'injurier, me dire de revenir. J'ai arrêté de vivre. J'ai arrêté d'être moi-même. Mon père m'a forcé à porter plainte, ma mère, elle, ne m'a jamais cru. Tout mon monde s'est effondré. J'ai enchaîné les médicaments, les tentatives pour en finir. Je suis entrée dans un cycle d'autodestruction complète. J'avais un besoin irrépressible de reprendre le contrôle de mon corps. J'étais incapable d'avoir une relation normale avec les gars, je sabotais tout. J'ai perdu tous mes amis et j'ai changé 2 fois d'école. J'étais incapable de mettre des mots sur ma souffrance. Aujourd'hui, j'ai 17 ans. Je suis plus en mesure de mettre des mots sur ce qui m'est arrivé. J'ai été violée. Peu importe que j'ai crié ou non. Peu importe que je me sois débattue ou non, je n'étais pas d'accord et on a abusé de moi, de mon corps, mais aussi de mon esprit. J'ai été détruite. J'ai toujours été timide de nature. À l'école primaire, j'étais victime de nombreuses bousculades.
J'avais des difficultés à me défendre, vu ma petite taille, et je ne trouvais jamais les répliques nécessaires. Lorsque j'ai commencé à étudier au secondaire, je craignais de revivre la même chose. Lorsqu'on me bousculait, j'étais incapable de riposter. Plus tard, je me suis retrouvé dans des activités de fin de semaine où se mêlent bière et drogue. Lorsqu'on m'offrait un verre, bien évidemment, je ne pouvais pas refuser. Je n'avais pas l'habitude de boire beaucoup et après 2 bières, je commençais à me sentir plus fort. 2 verres plus tard, j'osais même raconter une blague et confronter d'autres gars. En bref, je me sentais complètement différent. Plus sûr de moi aussi. Consommer de l'alcool devint une habitude. Au début, j'étais souvent ivre et j'ai manqué beaucoup d'école. Après quelque temps, j'ai aussi commencé à boire régulièrement. Cela me permettait de me sentir plus fort, j'osais m'exprimer et je pouvais même devenir grossier. Je me suis battu, j'ai reçu de sérieuses raclées. Plusieurs cicatrices en témoignent. J'ai eu des accidents avec des motoneiges, des véhicules récréatifs, des voitures et même des vélos. Je suis devenu une épave. J'ai bu avec n'importe qui, n'importe où, et généralement sans arrêt. Dans l'état où j'étais, j'ai agressé des filles et j'ai violé ma sœur. Je crois même à quelques reprises. Lorsqu'on tombe si bas, avec d'autres dans les mêmes conditions, il n'est même pas envisageable de pouvoir s'en sortir. Je crois que ma vie de merde n'est pas terminée. D'autres encore vont souffrir de ma présence. Ma tête est si intoxiquée que tout jugement est absent. Je m'endors dans l'alcool chaque jour et j'espère m'y endormir à jamais. Je serai libéré et la société sera soulagée. J'aime la vie dans mon petit village. Chaque week-end, avec un groupe d'amis, on se défonce avec de la bière et des speeds. Nous étions tous capables de boire des quantités impressionnantes, mais il m'arrivait souvent de dépasser les limites. Plus d'une fois, j'ai commencé à chercher à me battre avec eux. Je les ridiculisais et leur adressais toutes sortes de remarques ridicules. Généralement, c'était eux qui m'apprenaient mes exploits, car je ne me souvenais plus de rien après ces beuveries. J'ai détruit avec mon comportement des meubles, des chambres, des appartements entiers, des motoneiges et tout ce qui roule. Toutes ces choses ne m'appartenaient même pas. J'ai forcé mon grand-père à me donner son allocation de force. Je l'ai battu souvent pour qu'il me donne son argent. Lorsque ma mère intervenait, je la battais aussi. Tout cet argent me permettait de me défoncer jusqu'à la prochaine allocation. Ma famille avait peur de moi. Ma blonde, elle reste avec moi parce que je lui fournis sa dope. La vie est belle lorsque tu as suffisamment de sexe et de dope. Il y a quelques années, j'ai heurté une fille sur la route avec le camion de mon oncle. J'étais saoul, j'ai été arrêté et contraint à faire du temps communautaire pendant quelques mois. La petite fille a conservé des séquelles physiques mineures. Son père aimerait me sacrer une volée, mais il n'en est pas capable. Je suis complètement perdu. Je fais des cauchemars avec l'image de cette petite fille étendue sur le sol. Elle vient me hanter constamment. Je ne sais pas comment réagir à tout ça. Ce soir, je vais me défoncer, et tout ça va me sortir de la tête. J'aime la vie dans mon petit village. Mes journées se passent à la maison, à manger et à écouter la télévision. Je suis capable d'en parler parce que je n'aime pas ce que je fais. Je n'étais pas une buveuse, ni une fumeuse. Mais lorsque mon copain m'a laissée, je suis restée seule avec mes 3 enfants. La dépression m'a rejointe et j'ai commencé à boire et à fumer. Ici, on ne boit pas un verre à l'occasion, mais on se défonce jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Si nous sommes encore capables de marcher, nous allons aux portes de ceux qui en font la vente. Acheter une caisse de bière dans un dépanneur me coûterait 22 $. Ici, on va me la vendre 80 $ à 100 $. Après chaque cuite, je me sentais misérable et peu fière de moi. J'ai commencé à boire le soir, quand les enfants étaient couchés. J'attendais toute la journée que le soir arrive pour pouvoir mettre les enfants au lit. Et je recommençais. J'ai commencé à prendre des somnifères pour pouvoir dormir. Mes enfants arrivaient en retard à l'école, sans avoir déjeuné. Ils portaient le même linge toute la semaine. Des fois, ils allaient manger chez leur tante. Je me suis complètement coupée du monde. J'ai commencé à penser au suicide. J'ai ignoré mes enfants, ils n'existaient plus. On m'en a retiré la garde. C'était comme si un abcès était percé. Depuis lors, j'ai essayé d'appréhender les choses différemment. J'ai eu de l'aide bien sûr. Mais le mal que j'ai fait vivre à mes enfants persistera toujours. J'aurais perdu leur respect, ma dignité. Aujourd'hui, lorsque je me sens perdue, je m'oblige à sortir prendre l'air. Je bois à l'occasion avec les amis, mais je ne ramène plus de boissons alcoolisées à la maison. À 13 ans, j'ai été violée. Ce fut le début pour moi d'une spirale d'autodestruction et de peur. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ce n'est pas encore réglé. J'étais une jeune fille à l'époque qui aimait la vie, jouer avec mes amis. Toutefois, désorientée par une mère alcoolique et un père absent, je me suis construite dans la rue. C'est la réalité de mon village.
Les enfants sont dans la rue parce qu'ils se sentent en sécurité, acceptés. Alors, il fallait faire avec et je devais régulièrement m'en sortir seule. Je me réfugiais alors chez des amis, parfois j'y dormais et je rentrais chez moi le matin. Ma mère ne disait rien. Elle ne cherchait même pas à savoir où j'étais. Plus tard, les virées avec mes amis, avec des copains se sont transformées en saouleries. J'étais peu souvent à la maison pour ne pas ressentir l'absence de mon père. Où que j'aille, je me suis toujours sentie seule. Les copains furent ma famille, jusqu'au moment où j'ai été violée. Les mois qui ont suivi furent très difficiles. J'étais devenue une pute facile. Les gars disaient tous qu'ils avaient couché avec moi, même si ce n'était pas vrai. Encore aujourd'hui, les gens pensent la même chose. Dans notre communauté, les filles sont perçues comme des objets. Les gars essaient de nous rendre saouls pour nous violer. C'est une activité normale pour eux. Ils s'en prennent à des jeunes filles de plus en plus jeunes. Depuis ce temps, je n'arrive pas à avoir de bonnes fréquentations. Je ne sais plus où est ma place. Je ne parviens plus à distinguer le vrai du faux. Est-ce que je suis vraiment ce que les autres disent de moi? À 16 ans, on ne se préoccupe plus de nous, on n'est rien. Quand on se fait inviter dans un party, on se pense intéressante. Puis on comprend vite que c'est juste pour nous saouler pour qu'on abuse de nous. Tout ça, c'est un cercle vicieux, une façon de disparaître à travers les autres. Mon nom n'a pas d'importance. Tout le monde dans mon village m'appelle la métisse. J'ai vécu toute ma vie ici à Unamanchipu. Pendant presque toute mon enfance, on m'a jugée, dénigrée. J'étais une demi-blanche ou une demi-nue. Dans les deux cas, tu n'y trouves pas ta place. Personne te fait confiance, tu n'es qu'une moitié. J'ai fait beaucoup d'erreurs à cause de ça, mais la vie n'est pas livrée avec un mode d'emploi. Je n'ai pas beaucoup d'activités à l'extérieur, car je n'ai pas d'amis. Il y a beaucoup de monde qui m'envoie des messages en me traitant de garce, pétasse, raciste, maudite blanche, t'es laide, t'es un paquet d'os. Si vous saviez combien ces mots me torturent. Je n'en peux plus d'être jugée par des hypocrites, des jalouses, qui ne savent rien faire de leur vie à part faire du mal aux autres. Oui, c'est vrai. Je me suis coupé plusieurs fois les veines, c'est juste que je n'en pouvais plus de souffrir. Recevoir de tels messages, me faire regarder comme une moins que rien. Avec le temps, c'est comme un cancer qui me ronge de l'intérieur. Un jour, si je meurs pour vrai, les gens vont comprendre que ça ne sert à rien d'être aussi méchant. Traiter des personnes comme ça lorsqu'on ne les connaît même pas, ils ne mériteraient pas de vivre. Je n'ai pas le contrôle de leur vie, par contre la mienne m'appartient. Je regarde ma fille tous les matins. Elle est si belle. Je l'aime. Et pourtant ce fut très difficile pour moi de l'aimer. Cela peut paraître étonnant de la part d'une mère, mais il faut remonter à quelques années pour comprendre. Mon enfant représentera toujours pour moi un événement dramatique que j'ai vécu. Dans notre village, les rassemblements où se mêlent alcool et cannabis sont fréquents. Les filles sont souvent prises pour des sacs de vidange. On nous invite, on nous fait boire, et lorsqu'on est saoul, on nous viole. L'alcool nous enlève tout jugement, les gars le savent. Une fille saoule et consentante, on peut la violer. Demain, tout le monde aura oublié. Ma fille est arrivée comme ça. Au début, j'en voulais pas. Dans mon ventre, je lui ai fait sentir qu'elle n'était pas la bienvenue. J'avais peur d'avoir en moi un violeur. Lorsqu'elle est née, j'ai été soulagée. Puis j'ai appris à l'aimer. Je n'avais pas le droit de l'abandonner. Elle n'a pas choisi son monde. Elle fait partie du mien maintenant. L'ignorer, c'est la diriger dans les mêmes traces que moi. Je ne veux pas qu'elle soit une enfant laissée à elle-même, comme il y en a beaucoup d'autres ici. Je veux qu'elle porte de beaux vêtements, pour qu'elle se sente appréciée. Elle est née avec un beau sourire, je veux qu'elle le garde toute sa vie. Ma petite fille est comme un ange, malheureusement, le monde qui l'entoure sera parsemé d'embûches et de tragédies. Bienvenue dans mon monde ma fille, notre monde malheureusement. J'ai déjà été élu pour servir dans un conseil de bande. La difficulté n'est pas de se faire élire, mais plutôt de répondre aux exigences de l'emploi. Ma campagne s'est faite en offrant de la bière et des cigarettes. Au début, je n'étais pas à l'aise avec ça, mais c'est comme ça. Il faut être généreux avec nos électeurs. Même si les gens me disent que ça a toujours été ainsi, que c'est une tradition, ce n'est pas une raison suffisante pour que ça reste comme ça. Il faut arrêter. Notre communauté est encore jeune, mais nos problèmes remontent à loin. L'avenir risque d'être pire encore si on ne fait rien. Je crois qu'il faut changer la façon de faire la politique. Ailleurs, nous serions perçus comme des corrompus. Les codes d'éthique qui devraient nous guider sont dissous peu à peu. Les compétences requises pour gouverner une petite communauté comme la nôtre ne sont pas au rendez-vous. Beaucoup de décisions sont prises en fonction des intérêts personnels de certains individus. Si nous ne faisons rien pour la communauté, nos enfants et nos petits-enfants nous diront peut-être que c'est de notre faute. Que nous sommes les premiers responsables de notre malheur.
Nous devons enseigner aux jeunes l'importance des études. Croire en nous, nous en sommes capables et nous en avons surtout besoin. Il est difficile d'imaginer que des hommes et des femmes qui occupent des postes de service à l'intérieur de la communauté n'ont souvent que très peu de scolarité. Il est facile d'imaginer la difficulté d'établir nos véritables besoins aux instances gouvernementales. Poursuivre des études à l'extérieur n'est pas évident. Certains ont des chocs avec le monde qu'ils découvrent pour la première fois. Certains y parviennent avec de grands sacrifices. Malgré notre fierté, nous n'arrivons pas à les ramener dans leur communauté. Le travail à accomplir est trop important. Je les comprends, nous les avions ignorés durant leur enfance. Les piètres conditions de vie qu'ils ont vécues, le manque. Les erreurs commises dans le passé sont derrière nous. Là, on doit choisir nos moyens pour l'avenir. Il faut provoquer des changements structurels, fondamentaux. Il faut changer la façon de faire la politique. Les élus doivent se faire élire sur des idées, des compétences, non sur des votes achetés. Les jeunes doivent devenir notre priorité. Les parents devront devenir plus responsables. Les lois devront s'appliquer comme partout ailleurs. De nouvelles infrastructures permettront par exemple à nos aînés de vivre dans de meilleures conditions. Les aînés de notre village vont mourir loin des leurs, dans des maisons d'hébergement loin de la réserve. Cette situation est d'autant plus complexe du fait que nous vivons en région éloignée. Le transport n'est pas abordable pour la plupart de la population. Il faut peut-être aussi revoir certains rites funéraires. Veiller nos morts pendant 3 jours, 24 heures sur 24, à la maison, provoque des traumatismes chez les enfants. Tout le monde pleure. Les gens viennent voir le défunt jour et nuit. Notre maison ne nous appartient plus durant 3 jours. À Unamanchipu, comme dans les autres réserves, pratiquement personne n'est propriétaire de sa maison. Tout le monde est locataire, mais un grand nombre ne paie pas leur loyer. Pour devenir propriétaire, il faut que le conseil de bande endosse les prêts devant une institution financière. Faut-il en plus que je conserve mon emploi? Comme les conseils de bande se succèdent aux 2 ans, beaucoup de changements sont à prévoir. Mon regard est optimiste pour l'avenir et j'espère faire partie de ceux qui y auront participé. Le risque de dérapage au sein des instances politiques des Premières Nations me préoccupe. Actuellement, il y a des vides juridiques qui ouvrent la porte à des inégalités entre les membres d'une même communauté autochtone. Les membres d'un conseil de bande sont élus à partir d'un vote populaire, libre et démocratique. Le portrait à la suite d'une élection demeure toutefois très différent. Ils se présentent sans nécessairement avoir de programme, d'expérience ou de compétences. Ils représentent souvent un clan, des familles. Les intérêts pour servir la communauté peuvent ainsi varier d'un individu à l'autre, d'un conseil à l'autre. La porte est ainsi grande ouverte à toutes sortes de dérapages administratifs au détriment de l'ensemble de la collectivité. Le mot « pourcentage » se retrouve souvent sur les tables de négociation. La difficulté d'administrer judicieusement une communauté se révèle encore plus lorsque les guerres internes s'éternisent au point où tout contrôle de dérapage devient imprévisible. Il n'y a pas un conseil de bande qui va accepter de se faire dicter une façon de faire par une autre entité. Le changement doit provenir de l'intérieur. La bonne gestion d'une communauté est essentielle au développement social et économique. Dans l'ensemble, la plupart des conseils de bande reçoivent de l'aide des différents paliers gouvernementaux. Les autochtones débutent une longue route vers une autonomie complète qui ne s'effectuera pas sans friction. Toutefois, l'avenir semble prometteur. Le manque de transparence des conseils de bande est à la base de l'ensemble de leurs difficultés administratives. De plus en plus d'Inus s'élèvent contre la mauvaise gestion de leurs conseils de bande, le changement est inévitable. Nous voulons aussi vivre en démocratie. L'égalité et l'intégrité n'existent pas dans notre communauté. Nous nous questionnons de plus en plus sur la possibilité de s'auto-gouverner. Les membres de certaines communautés se questionnent de plus en plus à l'égard des réelles motivations de certains chefs et conseillers. Certains membres du conseil de bande vivent dans l'opulence et le peuple dans la pauvreté. Leur clan fait la loi en ignorant les besoins des membres de leur communauté. L'argent est souvent géré avec une grande liberté. Il est dépensé sans que les conseils ne rendent de compte systématiquement à la population. C'est une grande faiblesse de nos gestionnaires. On ne sait pas où va l'argent. On veut des assemblées générales. On veut savoir ce qui se passe dans nos conseils de bande. Un bon nombre de réserves sont dans une situation financière douteuse. Il faut y voir rapidement avant que la situation sociale et économique se détériore. Dans le contexte actuel du monde moderne, les jeunes Inus sont confrontés à divers changements. Leur langue se modifie graduellement avec l'apparition de nouvelles activités. Ils sont en contact constamment avec les technologies modernes, leur proposant musique, films, vêtements. La plus grande menace est peut-être déjà trop bien implantée pour que nous puissions faire quoi que ce soit. Dans mon village, il y a toujours des chicanes et des rumeurs. Il y a beaucoup de drogue et ça crée des conflits.
L'intimidation aussi est présente. S'il n'y avait pas d'école, on ne pourrait pas s'instruire. Plus tard dans la vie, il y aura bien d'autres moments pour jouer. Venir à l'école chaque matin demande un effort. Oui, c'est dur de se lever, il faut faire des efforts pour qu'un jour tu puisses travailler. Quand j'aurai terminé mes études, je pourrai m'amuser aussi longtemps que je le veux. J'aimerais ça s'il n'y avait pas de drogue dans mon village. Dans la réserve, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la misère. Les jeunes n'ont rien à faire, on fait rien pour eux. Les activités sont inexistantes. Peut-être qu'on arrêterait de consommer, s'il y avait plus d'activités. Peut-être qu'ils arrêteraient de consommer, si les activités étaient plus nombreuses. Faire des sorties, des voyages et encore. Lorsque les jeunes manquent de drogue, ils battent leurs parents. Ce serait idéal s'ils arrêtaient les vendeurs de drogue dans mon village. Les vendeurs ruinent la vie des jeunes. Ce qu'ils veulent, c'est juste de l'argent, ils ne regardent pas la personne. Ils ne savent pas qu'ils détruisent la vie des jeunes. Je suis heureuse de pouvoir écouter un professeur. S'il y avait plus de sport à Unamanchipu, il y aurait moins de drogue de disponible. Dans la réserve, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la misère. Je les vois qui sont dans la misère, mais eux, ils ne s'en rendent pas compte. Je ne peux pas arrêter cela, il faut qu'ils prennent leur place. Il faut qu'ils se prennent en main. Un jour, moi aussi je vais me prendre en main. Les jeunes dans la misère, il faut que ça cesse. Je connais quelqu'un qui prend de la drogue à tous les jours et qui ne va plus à l'école. À Unamanchipu, c'est plate, il y a trop de consommation. Aux jeunes, il faut qu'on leur organise quelque chose. Il faut qu'ils bougent, qu'ils prennent des congés pour aller jouer dehors. Comme ça, ils ne prendront pas de drogue ni d'alcool. Moi, c'est ce que je pense dans ma tête. Je vais vous parler d'intimidation. On m'a déjà intimidée. J'aime pas ça. Quelqu'un m'a aidé, et je suis bien aujourd'hui. À l'école, je suis victime à l'occasion d'intimidation. Il faut qu'on arrête l'intimidation absolument. L'école c'est important, mes parents m'encouragent beaucoup.